mesdames, messieurs, bonne fin d'après-midi. Bonjour à ceux et celles qui se joignent à nous via Internet. On est vraiment désolé pour vous ce soir, puisque la thématique de la soirée sera évidemment plus agréable pour les gens dans la salle ici. Donc, je me présente Nicolas Vermez, directeur du Centre de recherche en droit public. Il me fait plaisir de vous accueillir ce soir pour cette conférence intitulée « 20 nature et droit, oxymore ou réconciliation possible ». Donc, pour la petite histoire, vous avez à l'écran Ève Gaumont. Ève, qui est une doctorante au CRDP, j'aime dire un pur produit du CRDP. Ève a fait sa maîtrise avec un chercheur du CRDP, fait maintenant son doctorat avec une autre chercheure du CRDP. Pour vous donner une idée, les trois derniers purs produits du CRDP que moi je connais, Karim Beniclef, qui a été directeur durant 8 ans, qui a été suivi par Vincent Gautret, l'autre pur produit du CRDP qui a été directeur durant 8 ans. Et moi, je suis également un pur produit du CRDP et je suis présentement directeur. Donc, Ève, je ne veux pas vous dire où vous allez être dans 10 ans, mais les paris sont ouverts effectivement. Donc, écoutez, sans plus tarder, comme je vous disais, c'est Ève qui a eu la brillante idée d'organiser l'activité de ce soir. Au CRDP, on aime beaucoup appuyer les initiatives de nos doctorants. Donc, je vais lui céder la parole pour qu'elle vous explique le déroulement de la soirée et surtout qu'elle vous présente notre conférencier. Donc, Ève, je vous cède la parole. Donc, comme je disais, merci beaucoup au professeur Vermez pour ses bons mots. C'est très apprécié, très gentil. Pour son soutien aussi, d'avoir répondu présent à l'appel quand j'ai lancé l'idée. Merci à Sylvain aussi, qui a été d'un grand support pour tout au long de l'organisation. C'est vraiment très apprécié de part et d'autre. Je ne serai pas bien long, je ne vous les tiendrai pas plus longtemps, loin de vos verres de vin et loin des conférenciers très intéressants qui vont se présenter à vous aujourd'hui. Simplement dire que la présentation va se dérouler en 3 temps. D'abord, Maître Parizeau va présenter les enjeux juridiques entourant le vin nature. Par la suite, ce sera suivi d'une petite période de discussion. Et là, c'est les enjeux qui sont relatifs au fait de ne pas être là en personne avec le professeur Pierre-Emmanuel Moïse. Est-ce qu'il est sur place? Non, il n'est pas sur place. En fait, vous m'apprenez qu'il allait être présent. Bon, bien, voilà, on va poursuivre. J'animerai la discussion auquel cas s'il n'est pas sur place aujourd'hui. Donc, la présentation de Maître Parizeau, suivie d'une discussion avec la salle au sujet de ce qu'il nous a présenté, puis finalement, une discussion une dégustation de vin nature qui a été savamment choisie par Maître Parizeau, à laquelle je ne pourrais malheureusement pas reprendre, mais qui s'annonce délicieuse selon ce qu'il m'a partagé. Donc, je suis très enthousiaste pour vous. Maître Parizeau, notre conférencier, est bachelier de l'UQAM en droit, titulaire d'une maîtrise en Common Law et droit transnational de l'Université de Sherbrooke, ainsi que d'un GED. Il a été clerc à la Cour d'appel pour l'honorable Marc Schaffer et il est maintenant avocat en droit administratif et constitutionnel pour le cabinet Lavry. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Je vais vous laisser entre ses mains. Il risque de vous tenir en haleine pour les prochaines minutes. Merci. Bonne conférence. Bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être ici ce soir. J'étais vraiment excité quand Ève a soulevé l'idée. J'ai rencontré Ève il y a plusieurs années dans un concours de plaidoirie. Elle était l'invitée d'honneur, j'étais un simple participant. Mais j'ai tout de suite reconnu une personne extrêmement intéressante et passionnante. Et on a gardé contact depuis ce moment-là. Puis quand je lui ai dit que j'avais monté cette conférence-là pour l'UQAM, elle m'a gentiment invité à venir la donner ici. Puis je suis très reconnaissant de partager ça avec vous aujourd'hui. Bon, elle a déjà fait mon parcours, donc on ne repassera pas là-dessus. D'ailleurs, c'est ce qui me tannait le plus dans mes cours, c'est quand les professeurs passaient le premier cours complet sur nous dire à quel point ils étaient
il était bon à l'école, puis il avait tout réussi, puis bon, blablabla. Donc, on va pas passer longtemps là-dessus. Cette diapositive-là, je l'ai ajoutée comme hier soir, parce que pourquoi? Parce que ce que vous avez devant vous là, c'est un constat de fraude. Parce que je me suis rendu compte que quand je parlais de mon sujet de maîtrise, beaucoup de gens ne voulaient pas tant savoir le pourquoi, mais me demandaient beaucoup quand, comment ça se fait que c'est toi, pourquoi c'est intéressant. Ben, pas pourquoi, mais comme, tu sais, qu'est-ce qui t'a donné cette idée-là de faire un essai de maîtrise sur les enjeux juridiques liés au vin nature? Puis, mais la vraie raison, maintenant, je vais commencer avec ça, c'est que je lisais je travaillais dans les bars, comme plusieurs étudiants qui sont à la faculté de droit ou dans d'autres facultés pour subvenir à mes besoins puis payer mes études. Puis, je vendais du vin nature. Puis, à ce moment-là, j'avais aucune idée de ce que je vendais. Donc, souvent, c'était assez bizarre. Ça menait à des malaises où j'étais comme ouais, ben c'est un vin nature, aimeriez-vous y goûter? C'est super bon à ce qu'on dit, mais je vais rien en dire. Donc, j'ai commencé à me prendre des livres sur le sujet, puis j'ai lu, puis je suis tombé sur cette histoire. Cette histoire, c'est deux frères qui opèrent un magasin de vin en Italie depuis, je pense, 1970. Et il y a quelques années, décident de mettre une pancarte devant leur vin qui écrit vin nature. Et peu de temps après, il y a la police italienne qui débarque et qui leur donne une amende. Pourquoi? Parce que vin nature, et on le verra plus tard, ce sont des mots qui, au regard du droit, n'existent pas, qu'on ne peut pas mettre ensemble. Et là, déjà, j'étais à me choisir un sujet de maîtrise et je me dis, bon, il y a quelque chose d'intéressant là. Il y a un vide, en tout cas. Il y a quelque chose parce que le droit déteste ce qu'il ne peut pas contrôler. Il y a sûrement plusieurs étudiants ou des avocats ici dans la salle. Vous savez déjà, le droit contrôle tout. Le droit veut tout contrôler. Mais parfois, il y a aussi des choses qui le repoussent. Et je me suis rendu compte que le vin nature, c'en était une. On peut penser, moi, hier aussi, je me disais, quelle autre chose repousse-t-il? Ben, parfois, il repousse, on l'a vu, tente de repousser la triparentalité, par exemple. Il y a certaines choses que le droit, par des intérêts politiques ou privés, tente de ne pas faire entrer à l'intérieur de lui-même. Et c'est pour ça que ça devenait pertinent, dans le cadre de mon essai, d'utiliser le cadre du droit transnational. Qu'est-ce que c'est le droit transnational? C'est l'idée, le droit transnational est apparu dans les années 60-70. L'idée du droit transnational, c'est que, vous le savez sûrement, le cadre du droit international, qu'est-ce qui est différent du droit international et du droit transnational? C'est qu'en droit international, on compare les différentes règles étatiques. Philippe Jessop, en voyant les présupposés du droit international et un monde qui se complexifiait, s'est dit, ben, selon moi, ce n'est pas avec le droit international qu'on peut vraiment saisir les enjeux internationaux. Donc, il s'est dit, ça nous prend un cadre qui va inclure, oui, les règles que les États créent, mais aussi celles qui sont créées par des entités privées. Donc, ça, je vous ai mis deux citations, dont celle de Philippe Jessop, qui dit to include all law which regulates actions or events that transcend national frontiers, both public and private international law are included, as are other rules which do not wholly fit into such standard categories. Ou encore, ça de Pearson Banton, transnational law must be seen in the context of a vibrant interdisciplinary discourse about the status and role of law in an increasingly inchoate, globe-spanning web of regulatory regimes, actors, norms, and processes. D'habitude, j'ai pas d'accent, c'est juste là, je suis stressé. Donc, déjà, le vin nature, c'est quoi?
Ça, c'est la première question. J'ai mis ici, il y a deux manières de définir. À mon sens, on peut soit parler du vin nature comme ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. C'est positif, négatif, dans le sens ce qu'il n'est pas. Hein, il est ce qui manque quand on tue le sol, qu'on ne respecte pas les particularités annuelles du climat, qu'on méprise les bactéries indigènes, qu'on confond beauté et chirurgie esthétique. Là, il y a Stéphane Lagorce qui nous parle du terroir. La typicité d'un terroir est son expression dont on vient le fruit des influences conjuguées de la géographie, du végétal et de l'homme, tout l'intérêt des vins au naturel produits sans béquilles chimiques ou technologiques et qu'ils manifestent concrètement la nature et le goût, pour ainsi dire, d'un terroir. Donc, on voit, c'est sans béquilles chimiques, on parle de ce qu'il n'est pas. On peut aussi parler de ce qu'il est. Il nous dit aussi, dans le grand récit des vins naturels que j'ai ici, qui est super intéressant, si jamais il y en a qui veulent le consulter. Il dit, c'est l'expression d'une philosophie, d'un nouveau regard porté sur l'environnement, d'un autre rapport à la nature, au sein de laquelle le vigneron n'est plus un exploitant, mais un acteur, un médiateur entre cette nature qu'il préserve, qu'il protège, et le consommateur qui retrouve dans son verre de vin, certes, mais aussi une histoire, un homme, une femme, un terroir, un sol, un végétal, le tout dans une alchimie savoureuse et quasi miraculeuse. Il y a vraiment ça, cette idée d'histoire, cette idée de transcender un peu, de prendre contact avec la nature et d'y prendre soin. Et en anglais, il dit dans les études environnementales et de droit, on parle beaucoup de stewardship of land. Je sais pas s'il y en a qui sont familiers avec le concept, c'est un peu ça, c'est de préserver la nature pour les générations futures. Et enfin, il y a Isabelle Legeron, qui était le premier ouvrage que j'ai lu sur la nature, qui dit que c'est un des domaines conduits en agriculture biologique au minimum, qui vinifie sans ajouter ni retirer quoi que ce soit, si ce n'est qu'une lame de sulfite, tout au plus au moment de mettre en bouteille. C'est ce qui rend le plus fidèle à ce que Google croit être du vin, c'est-à-dire du bon vieux jus de raisin fermenté. Ça, c'est vrai, si vous allez sur Google, vous tapez c'est quoi du vin, ça va vous dire c'est du jus de raisin fermenté. Là, j'ai ajouté quelques qualificatifs parce que c'est pas tout le monde, ça c'est intéressant, c'est pas tout le monde qui aime qu'on appelle ça du vin nature. C'est-à-dire, il y a certains vignerons qui parlent de vin libre, de vin sans intervention, de vin sincère, vivant, vrai, à faible intervention. Mais tout le monde a tellement adopté l'expression vin nature que j'ai l'impression que c'est celle-là qui capture le mieux aujourd'hui qu'est-ce qu'on en comprend. Donc, là, on arrive sur les aspects plus juridiques de la chose. Qu'est-ce qui est normé? J'ai un peu chaud. Des fois, il fait froid. Ça sera pas long. Bientôt, on arrive au verre de vin, rassurez-vous. Qu'est-ce qui est normé sur la bouteille? Ben, déjà, on a les appellations d'origine contrôlée. Comme ça, c'est Bourgogne, Bordeaux, Champagne, cidre de glace. On va voir justement si c'est une bonne manière encore de qualifier le vin aujourd'hui. On a les labels. Ça, c'est une des parties qui m'a intéressé le plus dans mon essai. Et je laisse ouvert, pourquoi pas, peut-être une troisième. Alors, commençons. Je vous mentais. On n'arrive pas tout de suite au vin. Donc, là aussi, l'appellation d'origine contrôlée, je dis un modèle dépassé. Alors, pourquoi un modèle dépassé? C'est que on utilise souvent les AOC, on les a utilisés pour qualifier le vin, pour en parler comme un qualificatif, soit un signifiant de qualité, quoi. On va dire, c'est un vin de Bourgogne, c'est un vin de tel endroit. Mais je voulais vous parler aujourd'hui d'une étude que Jérôme Bouzelet et Gilles-Éric Serravini ont fait par rapport au vin nature. C'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé si on pouvait goûter les pesticides dans le vin. Donc, ils ont rassemblé des sommeliers
ils ont pris des pesticides qu'on retrouve habituellement dans le vin, puis ils les ont dilués dans l'eau pour ensuite les faire passer à des sommeliers pour qu'ils goûtent les pesticides seuls dilués dans l'eau et ensuite qu'ils les goûtent dans le vin. Et ce que ces deux hommes-là ont remarqué, Éric Tirani, qui est microbiologiste, ont remarqué qu'il y avait plusieurs grandes appellations avec des quantités phénoménales de pesticides. Donc, on peut se demander vraiment si c'est toujours une bonne manière de parler d'un vin de qualité, au fond. Et là, maintenant, on arrive aux différences entre les labels publics et les labels privés. J'ai mis quelques stats sur à peu près, il y a combien, ces stats-là datent, il faudrait que je le mette à jour, sur à peu près il y a les proportions de vignobles biologiques à travers le monde. Mais il faut comprendre, ça, c'est un autre aspect intéressant de la chose qu'on a dans le juridique, c'est qu'on se rend vite compte qu'il y a des normes publiques, mais il y a des normes aussi privées. Parce que ça, c'est surtout des labels publics. On voit la feuille verte européenne, c'est le label qui est utilisé en Europe. Ça, c'est le label américain. Mais il y a aussi des labels qui sont créés par des entités complètement privées, qui sont souvent des OBNL ou des syndicats, que je vais vous parler plus longuement très bientôt. Alors, le bio. Donc, on peut sortir les vins bio, si le vin, ça ne vous dérange pas. On va faire la gradation, tous ensemble. Donc, justement, on peut goûter d'abord les premiers vins bio. Les bio, ou décortiquer la feuille verte européenne, c'est quand même 6,2% du vignoble mondial, 20% du vignoble français. On pense qu'il y aura environ 20% du vignoble français qui sera bio d'ici 2024, ce qui est quand même pas mal. Donc, quand on cultive en bio, tous les produits qu'on utilise doivent être d'origine naturelle, mais il y a quand même beaucoup de produits qui peuvent être utilisés qui sortent quand même du naturel, qui peuvent aller parfois dans le pesticide. On permet 100 mg de sulfite pour les vins rouges, puis 150 mg de sulfite pour les vins blancs. La réglementation a été changée en 2012. Je vais vous laisser vous faire servir un petit peu vos verres de vin. Comme je le disais, les vins bio, on permet entre 100 mg de sulfite et 150 mg pour les vins blancs et rosés. Il faut savoir que la réglementation a changé en 2012 parce que, justement, les pays européens sentaient qu'il y avait de la pression pour que la réglementation aille vers plus des produits plus bio, qui respectent plus les principes de développement durable. Parce que ça, c'est vraiment un gros enjeu. Il n'y a pas juste le sulfite. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment un aspect qu'on voit que la société civile, comme je vous le disais, les mots vin nature n'existent pas au regard du droit. Donc, c'est vraiment la société civile qui, par le fait qu'elle appelle le vin nature, parce qu'on sait comment certains producteurs produisent leur vin, qui demandent davantage aux personnes qui font la réglementation. Et ça amène tranquillement des résultats. Ça, en 2012, c'était déjà l'effet un peu de ces pressions-là. Mais on voit aussi, c'est ça, que ça permet, par exemple, l'ajout d'azote, de levure, des tanins artificiels et plusieurs types d'autres produits. Maintenant, on va passer au label Déméter. J'imagine que vous n'avez pas déjà fini vos verres de vin, mais j'en parlais quand même, on le goûtera plus tard. On va commencer par les bio. Mais Déméter, c'est justement une organisation dont je vous parlais. C'est une organisation à but non lucratif, internationale, qui a été créée en 1920, c'est ça. C'est une des pionnières des certifications biologiques. C'est elle qui certifie en biodynamie. Biodynamie, ça veut dire les vendanges. Les produits chimiques sont carrément interdits. Il n'y a aucun ajout de sulfite pour la vinification. On peut juste en ajouter une petite quantité à la fin.
Les vendanges doivent être manuelles, les cuves doivent être faites en matériaux naturels et les enzymes sont interdits. Seulement les levures indigènes sont autorisées pour la fermentation alcoolique. Donc, déjà, plusieurs différences avec l'autre label que je vous présentais juste avant. Puis, les machines utilisées doivent toutes être nettoyées à l'eau. Et bien sûr, effectivement, ça c'est intéressant, parce que cette semaine, j'ai eu un certain échange avec un certain animateur de radio sur LinkedIn. Je vais vous faire écouter son entrevue, OK? Parce que c'est vrai, il y a certains aspects ésotériques. On va écouter un peu l'entrevue de Radio-Canada qui a paru cette semaine. Puis là, c'est ça, ça part. Sectaire, anti-vax, supériorité de la race blanche. En tout cas, on en parle beaucoup de ce sujet-là. Je pense que c'est pour ça que la salle est pleine. Ce soir, il faut faire, pas juste parce qu'il y avait du vin, j'espère, mais on en parle beaucoup de ce sujet-là. Je pense qu'il faut faire attention parce que c'est ça, la biodynamie, c'est surtout des gens qui cultivent de manière beaucoup plus respectueuse pour la nature que les gens qui cultivent juste en bio. Bio, c'est un bon début. Je veux dire, il faut savoir que pour être certifié Déméter, il faut absolument déjà avoir une certification biologique. Mais ça reste, c'est ça, présent dans 65 pays, 8000 fermes, 228 000 hectares de surface agricole. Des fois, il y a des pousses avec l'aide de l'eau, avec l'aide de la terre. Et l'idée, c'était que quand il y a la pleine lune, quand la lune est pleine, ben, les nappes phréatiques vont remonter par l'effet de la gravité et ça amènerait, je ne sais pas quoi, l'idée, c'est que le raisin serait meilleur à cultiver cette journée-là. Mais ça ne veut pas dire que tous ces gens-là qui cultivent de cette manière-là, c'est des anti-vax ou des personnes de supériorité blanche. Je sais, j'ai vraiment pas compris d'où venaient ces commentaires-là, vraiment. Là, puis, pour réponse, OK, aussi, j'aimerais vous présenter une autre vidéo qui est celui d'Henri Jaillé. Henri Jaillé, OK, il faisait des vins en France dans les années 50-60 et ces vins aujourd'hui se vendent, c'est dans les vins les plus chers au monde. OK? Ça, les collectionneurs asiatiques s'arrachent les bouteilles à coût de 20 000, 30 000 euros la bouteille. OK? Je vous laisse écouter, ça, c'est aussi un 3-4 minutes, là, Henri Jaillé, qui était par ailleurs aussi œnologue, c'est-à-dire qu'il avait une formation en chimie, en vin et qui cultivait le raisin. Bon, là, il faut savoir, bonne question. Moi, je ne suis pas sommelier. Donc, j'avais préparé un peu des petites fiches. C'est un vin d'Allemagne. Vous devriez goûter des notes d'orange, citron, zeste d'orange, de pommes, d'abricots de pêche et de levure fromage. Oui, ça, c'est le vin en biodynamie. C'est ce que je vais faire goûter en biodynamie. Mais bon, aussi, ça, c'est un autre aspect qui est intéressant du vin nature, je pense, c'est que ça participe à une réelle démocratisation du vin. Moi, quand j'étais jeune, je me souviens, j'étais fasciné par le nombre de bouteilles qu'il y avait, mais quand j'ai commencé à goûter, je trouvais que c'était complètement vertigineux, je ne pouvais rien y comprendre, il y en avait trop, et par ailleurs, je trouvais qu'ils goûtaient tous la même chose. Et on est aussi frappé, dès qu'on s'intéresse au vin, veut pas, à des connotations très différentes du vin. Mais on sait qu'il y a les bourgeois qui boivent du très, très bon vin dans de très belles coupes, qui le mettent sur des beaux plateaux, que le vin vaut 200, 300, 400 $.
qui parle de sa robe, de son premier nez et de son deuxième. Donc, beaucoup de nez pour le vin. Mais moi, j'y comprenais rien. Alors que quand j'ai commencé à m'intéresser au vin nature, ben là, j'ai trouvé des bouteilles à 15-20 $ qui vraiment me faisaient voir le vin d'une manière que j'avais jamais pu imaginer que je pourrais voir. Complètement différente. Un produit que je goûtais, j'avais pour la première fois l'impression de vraiment goûter le raisin, un terroir. Et je pouvais, c'est ça, je pouvais tout d'un coup m'y intéresser pour de vrai. Puis ça, pour moi, c'est important. C'est important pour ça aussi de pas être genre, de devenir cette sophistication-là du vin, de ne pas devenir ces connotations-là qui sont très, je trouve, qui créent beaucoup de divisions pour rien. J'aime être juste boire un vin puis être comme, ben, pourquoi t'aimes ce vin-là? Ben, parce que je l'aime, parce que je le trouve bon, puis that's all. Genre, des fois c'est ça. Mais peut-être que un sommelier m'entendrait puis serait comme moi. Mais bref, pour moi c'est ça. Puis c'est ça qui m'a fait un peu donner l'intérêt. Mais pour revenir sur ce qu'Henri Jaillet disait, c'est ça pour moi le paradoxe, hein, c'est que vous avez tous ces gens-là, comme par exemple Rémi Charret dans les médias qui vient dire ça, que la biodynamie, ça n'a pas de bon sens, que c'est des suprémacistes blancs. Puis, en contraste, Henri Jaillet qui a étudié la chimie du vin et qui vient dire, moi, la chimie, la chimie du vin, la science, je la connais pour ne pas m'en servir. Donc, qu'est-ce qu'il vient dire là? C'est que c'était un des gens qui travaillait au fond presque en nature, qui utilise le moins d'intrants possible dans ses vins pour laisser la nature faire son œuvre au fond. Et on arrive maintenant à un aspect juridique et de vin assez intéressant d'après moi. C'est le premier regroupement qui a tenté de installer une véritable législation et une entente, une définition, des principes, un cahier de charges sur le vin fait de manière naturelle. Et c'est une initiative syndicale française qui s'appelle le syndicat des vins naturels ou quelque chose comme ça, et qui a fait une charte en, je pense, 12-13 points sur quels sont les principes que devrait respecter le vigneron ou la vigneronne qui cultive en nature. Notez que c'est 20 méthodes nature, justement, parce que c'est pas permis de garder juste vin nature. Au regard de la législation européenne, utiliser des mots qui peuvent être utilisés sur une bouteille de vin, il faut absolument que l'appellation ou les mots que vous allez utiliser sur la bouteille soient prévus au règlement de l'Union européenne. Si ce n'est pas prévu, ça veut dire que votre expression ne peut pas être utilisée et vin nature n'est pas prévu, donc elle ne peut pas être utilisée. Ce qui est arrivé avec 20 méthodes nature, avec une initiative syndicale, c'est qu'ils se sont pointés à l'INAO, qui est l'organisme de réglementation qui légifère sur l'agriculture du vin en France, et ont demandé un projet pilote pour labelliser des bouteilles en nature, selon leurs principes. Et l'INAO leur a donné un projet pilote de 3 ans. Là, on achève le projet pilote, donc on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. C'est pas encore décidé. Je reviens là-dessus. Okay? On peut voir déjà tout de suite que 100% des raisins se doivent être issus d'une agriculture biologique engagée et certifiée, vendange manuelle, levure indigène, aucun intrant, aucune action de modification volontaire, aucun recours aux techniques physiques brutales, traumatisantes, déterminées. On voit l'osmose inversée, filtration, pasteurisation, centrifugation. Aucun sulfite n'est ajouté. On peut en ajouter un peu à la fin, mais on ajoute sur le label, par exemple,
une petite mention qu'un peu de sulfite a été ajouté à la fin. Il faut savoir aussi qu'il y a du sulfite dans tous les vins, là. On l'utilise comme un stabilisateur, mais lors de la fermentation, la peau qui est collée sur le raisin crée des sulfites naturellement. Donc, même, c'est pour ça qu'il y a des gens qui cultivent sans sulfite, pas du tout, qui n'en ajoutent pas dans la bouteille, et que les bouteilles se conservent quand même assez bien. Les bouteilles d'Henri Jaillier, le Romanée Conti, qui a fait en 1972, se conservent encore assez extrêmement bien, puis c'est pour ça qu'ils se vendent à des prix faramineux. Tu sais, quand on entend que le vin nature, il peut pas se garder, ben personne n'en a fait la preuve encore aussi. Ça, tu sais, moi, mon vin, je l'ai jamais vu passer date, en tout cas. Autre truc intéressant, le syndicat des vins naturels, premier regroupement de vignerons-vigneronnes qui ont mis dans leur charte qui condamnait les violences faites aux femmes, tout acte discriminatoire. Ça, je trouve important de le noter parce que c'est vrai que dans le milieu du vin, beaucoup d'alcool, souvent dans le milieu, ça peut être des foyers de violence et les femmes en sont malheureusement très majoritairement visées. Donc ça, je trouve que ça fait partie du mouvement. C'est intéressant de le noter. Un label sous la table. Donc, c'est ça, comme je vous disais, c'est pas les gros producteurs, comme vous pouvez vous en douter, aiment pas le label vin méthode nature parce que eux, leur argument, c'est que si les vins nature sont naturels, par définition, les leurs ne le sont pas. Donc, on a déjà le parti d'extrême droite Tanien et Légal Nord qui a déposé une plainte à l'Union européenne, puis des plaintes similaires ont été déposées de d'autres pays. On a l'Union européenne déclarée. Ouais, c'est ça. Ça, c'est leur argument, c'est au fond que ça créerait une compétition injuste. Là, je vous ai mis le règlement ici qui prévoit, en fait, toutes les appellations que vous pouvez utiliser selon les méthodes de production que vous avez et, au fond, celles que vous ne pouvez pas utiliser si elle n'est pas prévue. Je vous présente cette image aussi que j'aime beaucoup. On voit vraiment la gradation. Ça, c'est intéressant, je trouve, du point de vue juridique, parce que, tu sais, par exemple, des métaux, ce qu'ils font, quand on parlait tantôt de l'approche transnationale, ce qu'ils font, au fond, c'est qu'ils créent du droit d'une certaine manière. C'est une entité privée qui impose des cahiers de charges aux vignerons qui vont vouloir bien l'adopter ou qui vont vouloir avoir le label d'émetteur sur leur bouteille. Donc, en quelque sorte, c'est vraiment une entreprise privée internationale au BNL qui vient créer certaines normes juridiques et ça vient inspirer l'Union européenne, comme ce que je vous disais tantôt en 2012, qui a fait baisser la quantité de sulfite qui était autorisée. Là, récemment, c'était mis à jour en 2022, puis on a ajouté les méthodes nature, les vins sains, l'Association des vins naturels, qui existe maintenant plus ou moins. À cause en raison que 20 méthodes nature a beaucoup plus pris la figure de proue là, dans le vin nature en France. On arrive tranquillement à la fin. Quel constat peut-on tirer? Selon moi, c'est qu'il y a vraiment une véritable évolution dans le monde du vin. Les vins nature se retrouvent sur les meilleures tables de restaurants à travers le monde. Maintenant, pour moi, c'est sans contredit que c'est des vins qui goûtent vraiment autre chose. Il n'y a pas encore des études qui peuvent prouver exactement pourquoi ça goûte différent, mais je veux dire, les vignerons, les vigneronnes obtiennent de meilleurs résultats plus ils adoptent la biodynamie nature.
c'est ça, les demandes de la population civile poussent les régulateurs internationaux institutionnalisés à changer leur mode de production pour adopter des méthodes plus bio. On va paraître une certaine instrumentalisation du bio des gros producteurs. Les réglementations européennes ne semblent effectivement pas répondre efficacement aux impératifs de développement durable. Ça, c'est intéressant parce que pourquoi on peut penser qu'il y a d'autres qu'il y a d'autres choses qui se développent en parallèle, c'est que la réglementation qui est en place répond pas aux demandes, puis aux demandes de la population qui, elle, veut de plus en plus de produits biodynamiques et nature. Puis, justement, face à cette insuffisance, la société civile s'organise autrement. Là, j'ai mis ce que Christelle Pinault pense maintenant, qui a écrit L'accord de vache et le microscope. Qu'est-ce qu'elle pense du bio aujourd'hui? Elle dit « Les 3 lettres bio cristallisent tous les intérêts de notre monde contemporain, aussi bien ceux paysans, militants que ceux de la grande distribution. La rhétorique du bio, ou la bio selon les usages, est abondamment employée jusqu'à embrouiller la lecture. » Ça c'est vrai. J'ai vraiment l'impression que on ne sait plus en tant que consommateur qu'est-ce que ça veut dire un produit bio. C'est tellement partout. On sait que les gros producteurs deviennent bio. On comprend pas trop comment ils peuvent faire les mêmes productions qu'ils faisaient avant, mais juste avec un label bio. Ça devient un peu difficile de saisir qu'est-ce qu'on entend par là. Puis ça fait perdre un peu ce que tu recherches d'un label. C'est-à-dire que le label vient tenter d'établir un lien informationnel entre le consommateur et le vigneron. Si le label veut plus rien dire, on perd ce lien informationnel-là. C'est ça qui est très intéressant, par exemple, du label Déméter, qui a presque pas changé depuis 1920. C'est pour ça que les gens, quand ils voient un label Déméter sur une bouteille, ils savent à quoi s'en tenir. Ils savent que ça a été cultivé selon les principes de la biodynamie et que il n'y aura pas nécessairement de surprise. Je trouve ça assez intéressant. Là, je vous ai mis regard vers l'avenir, questionnement et pistes de solutions. D'abord, le paquet de cigarettes, parce que je trouve ça intéressant aussi. C'était un peu le cas aussi, on le sentait vraiment dans l'entrevue que je vous ai mis de moteur de recherche avec Rémi Charret. On met toujours le fardeau de prouver ce qui est bio aux gens qui cultivent de manière plus durable. Alors, des gens qui font attention à la terre, on va leur demander de se faire un label, de payer pour qu'il y ait des gens qui viennent voir si la certification est respectée, de payer le certificateur. C'est toute une organisation administrative que plusieurs vignerons, au fond, décident de laisser tomber complètement et de dire, ben moi, je vais me faire connaître par ma réputation et les gens vont savoir ce que je fais parce que je le fais. Ce qui est correct aussi, mais moi, j'ai l'impression, m'étant intéressé à la question, que c'est pas non plus nécessairement la meilleure option parce que dans ce cas-là, on perd une définition possible, on perd une réglementation possible, et on perd une vraie négociation avec les producteurs. Il n'y a pas de changement institutionnel, il n'y a pas de changement structurel dans le milieu. Là, je vous ai mis une table de valeurs nutritives puis une table d'ingrédients. C'est parce que ça a fait l'objet justement d'un débat assez récent à l'Union européenne. Les petits producteurs voulaient qu'on mette la table d'ingrédients sur les bouteilles de vin. Parce que le vin, c'est comme, je peux pas penser à d'autres produits comme ça. Un des seuls produits agroalimentaires qui n'a pas de table d'ingrédients dessus. Là. Je veux dire, un jus de pomme, ça en a une. Tous les autres produits, ils ont les ingrédients qui l'ont fait et la table de valeur nutritive. Mais ça a changé. L'Union européenne a adopté une nouvelle législation qui va obliger les producteurs de vin à mettre une table d'ingrédients et une table de valeur nutritive. Je pense
c'est à partir de décembre là, qui s'en vient qu'on va le voir apparaître sur la bouteille. Mais c'est ça, mais les petits producteurs c'est intéressant parce que on peut s'imaginer, par exemple, une bouteille où est-ce qu'on voit juste raisin avec ajout un peu de sulfite, puis des bouteilles où est-ce que la table d'ingrédients, je veux dire, défile comme un parchemin. Mais j'ai vraiment hâte de voir, parce que ce que les gros producteurs ont obtenu, c'est que ils puissent le faire au moyen d'un code QR. Donc, est-ce que les gens vont vraiment la regarder, vont prendre leur téléphone, aller voir la table d'ingrédients si c'est sur un code QR? On peut en douter. Moi j'ai hâte de voir. C'est sûr que vous allez me voir dans une SAQ près de chez vous en train de me promener avec mon téléphone pour voir les ingrédients qu'il y a dans les bouteilles. Mais voilà. Un petit mot aussi sur le Québec. C'est sûr que la SAC, c'est un enjeu parce que dans les dernières années, il y a eu de plus en plus de demandes de vin nature, un peu comme partout à travers le monde. C'est un monopole qui veut très bien faire, je pense, mais qui arrive à ses limites parce qu'il fonctionne aussi avec des agences d'importation privées. Et vous l'avez peut-être essayé, c'est super difficile, ça peut être difficile de se procurer des bouteilles en importation privée parce que on a difficilement accès à des conseils. Il faut regarder une liste de produits sur Internet, en choisir un, les acheter souvent en bouteilles de 6 ou 12. Donc, il y a quand même ces problèmes-là. Et je vous ai mis un sondage là, que 96% des gens jugeaient positif que la SAC identifie les produits biologiques. J'ai vu à la SAC, ça c'est aussi un enjeu par rapport au manque de législation, c'est-à-dire que à la SAC maintenant, ils mettent des étiquettes rouges quand c'est nature, puis des étiquettes vertes, je pense, quand c'est bio. Mais à la lumière de ce que je vous ai montré, comment savoir, au fond, si le vin à l'étiquette rouge, il est nature ou pas? Ben, tu sais, il faut quasiment aller voir. J'ai l'impression que la SAC se fie un peu à ce que les vignerons leur disent et mettent ces étiquettes-là. Mais au fond, c'est très difficile de savoir si le vigneron mange. Il y a un peu des atrocités. Là, on voit maintenant aussi des compagnies, des vins qui s'appellent carrément comme organic, tu sais, genre parce qu'ils l'utilisent comme nom de marque, mais c'est clairement pour essayer de vendre plus de vin alors que le vin n'est pas du tout pas du tout biodynamique ou nature. Enfin, je vous laisse aussi, je l'ai ajouté sur les mots parce que mon essai, je l'avais appelé Contre-culture créatrice de normes transnationales. Aujourd'hui, je regrette de l'avoir appelé comme ça. Parce que puis je vous laisse là-dessus pour que vous compreniez pourquoi. C'est une vigneronne en Italie qui fait de l'excellent vin, qui est un peu seule dans son truc, mais qui est super intéressante. Ça vient du film Résistance naturelle, qui est le même gars qui a fait Mondovino il y a plusieurs années. Je ne sais pas si vous connaissez, là, mais je vous laisse sur ces mots parce que je trouve ça vraiment intéressant, limite touchant. Perché sei così arrabbiato? Guarda. Facciamo una bella passeggiata, dai che c'è una bella giornata. Tu hai una coscienza di andare contro le regole del gioco normale? Io cerco di essere propositiva, Jonathan, non mi piacciono essere contro. Io voglio essere per gli altri che facciano un po' quello che vogliono. Io voglio essere per. Tu sei per che cosa? Io sono per il rispetto per la natura. Cioè se non ce l'ho io questa consapevolezza, questa responsabilità
di avere cura del mio terreno, per questo che io non uso sistemici, non uso diserbi, ma come posso pensare che la natura mi ripaghi in termini di costanza, di qualità? Io ho ereditato, forse ci sta anche questo, io l'ho ereditata l'azienda e adesso ci sono i miei nipoti che forse un giorno prenderanno l'azienda. Anche questo fa sì che io abbia questo atteggiamento da custode, cioè il mio ruolo è preservare, perché l'ho ereditata e perché la voglio lasciare. Le vigne durano di più di me, io ho delle vigne che hanno più di 90 anni, io non lo so se durerò 90 anni. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment très amusé. En passant, les photos qui parsèment mon PowerPoint, ce sont des photos que ma copine a pris quand on était au Mexique. On est allé visiter un vigneron naturel. Puis il faisait carrément ses vins dans des cuves comme ça, là, de la même façon que les Georgiens les faisaient il y a 8000 ans, enterrés dans le sol. C'était un voyage délicieux. Alors, si vous avez des questions... On va arrêter le partage pour te voir sur le grand écran à la maison. Puis, on accueille notre... Ève, le professeur Moïse est arrivé, donc est-ce qu'on lui cède la parole? Bien sûr. Est-ce qu'il veut prendre? Bien, bien sûr. Est-ce que, professeur Moïse, avez-vous eu l'occasion d'entendre une partie de la présentation? Une partie, mais j'ai loupé le pot de départ. Excellent. Je vais vous laisser, je vais vous laisser sauter dans l'arène à ce moment-là. Simplement avant, féliciter François qui a fait un travail exceptionnel. Franchement, d'abord, une conférence au CRDP avec des gens qui passent dans la salle pour distribuer du vin. Pour moi, c'est une première en même temps. Les deux, la conciliation des deux, ça a été... J'espère que les gens dans la salle ont apprécié. Je trouve ça fabuleux. Plutôt, François, tu disais qu'on s'était rencontrés dans le cadre d'un concours de plaidoirie. Il était un peu humble. Moi, j'ai eu l'occasion de l'entendre plaider. Comme vous avez pu voir aussi, c'est très bien habiter une scène, tenir les gens passionnés, passionnants. Donc, sur ce, félicitations et je passe la parole au professeur Moïse. Moi, j'ai pas de PowerPoint et puis ça va pas durer très très longtemps. On m'avait demandé d'intervenir. J'ai rien préparé du tout, mais le vin est un peu dans mes veines parce que je suis né bourguignon dans un petit village qui s'appelle Couchet, qui est le premier village de la route des Grands Crus sur les coteaux de Bourgogne, donc à côté de Dijon. Alors, donc, c'est pas mon intérêt principal dans le droit, mais mes études de droit ont été clairement alimentées par la boisson de préférence. Et donc, j'ai les pieds dans les vignes, mais la tête à Montréal, et je suis professeur à McGill en propriété intellectuelle. Et la propriété intellectuelle est un passage inévitable lorsque l'on cherche à organiser la production, la distribution en matière de vin. J'ai été amené à travailler il y a un certain nombre d'années sur quelque chose qui nous tient à cœur au Québec, c'est le cidre. Il y a toute une histoire absolument fantastique derrière la réglementation des produits du vignoble et pommicole, des produits de la pomme. D'abord parce que ça nous ramène à la prohibition avec des anecdotes absolument fantastiques où le Québec a été la seule province au Canada à voter contre la prohibition, en tout cas majoritairement. Malgré tout, il y a eu une prohibition qui a été maintenue, notamment dans les villes de Trois-Rivières, etc., par le clergé. Alors ça nous ramène à une époque où historiquement, l'Église qui profitait aussi, qui avait besoin aussi de vin, mais qui maintenait ses pèlerins sous des règles, des instructions assez strictes. Il y a tout un côté assez historique qui est fascinant. Il y a aussi un côté historique parce que au Québec, on a le palais fin, mais on n'a pas un terroir dans le sens où les Européens l'ont défini. Alors forcément, il y a une lutte depuis très longtemps sur
les appellations qui nous ramènent à l'identité de corps entre le collectif et la terre. Et le collectif et la terre est un développement culturel, une relation culturelle qui a été développée en Europe dans les 100-150 dernières années et qu'on n'a pas développé ou qu'on a développé plus récemment. Et la raison pour laquelle je mentionne cette question de terroir, dont la définition reste encore très controversée, mais appelle à une dimension historique, appelle à une dimension de rapport à la terre de génération en génération. La raison pour laquelle je vous mentionne ça, c'est que lorsqu'on a voulu passer au Québec l'appellation contrôlée de cidre de glace, il a fallu au départ développer un cahier des charges qui avait un volet historique, qui voulait promouvoir la mythologie derrière le cidre de glace, c'est l'association des hommes et de la terre et du climat. Et on s'est en fait rendu compte que l'histoire était relativement brève, qu'en réalité, le cidre de glace a été, entre guillemets, importé et développé par des Français dans les années 80, que pour des raisons historiques auxquelles j'ai fait allusion, la prohibition, seul le cidre n'était pas organisé et réglementé, ce qui faisait en sorte que, au lieu d'avoir du vin et de la bière qui étaient très, très taxés et très réglementés, seul le cidre était développé et le cidre était développé, mais avec aucun contrôle de qualité. Ce qui fait qu'au Québec, pendant très longtemps, on a pensé qu'on faisait des mauvais cidres parce que c'était un cidre, une boisson qui était accessible. Bref, en 1985-89, on a réalisé que c'était le début de l'aventure du cidre de glace et qu'en fait, on n'avait pas à proposer une histoire aux gens, on n'avait pas à proposer une mythologie de la relation entre les gens et la terre. Alors, il a fallu contourner, il a fallu élaborer un cadre juridique au Québec. On a été les premiers à faire ça, pas moi personnellement, mais le ministère de l'Agriculture, le CARTV, et qui a élaboré pour imiter ce qui se passait à l'Europe, une conscience, développer une conscience du produit. Et maintenant, aujourd'hui, bon an, mal an, on a à peu près 8 appellations qui sont contrôlées et qui sont vérifiées avec un cahier des normes, des charges, avec l'abandon progressif de cet aspect, de ce lien importé de l'Europe entre un bon produit, la culture des hommes et la culture de la terre. Et on passe à des particularités, des propriétés de produits. Donc, on est beaucoup plus technique dans l'approche des appellations valorisées. Alors, tout ça pour venir au vin biologique, parce que le terme valorisant, l'encadrement juridique qui a été proposé en 2006, mais bien avant au Québec et qui est désormais actif dans la province, rencontre une difficulté qui est d'ordre constitutionnel, parce que la gestion et l'organisation des signes qui est au niveau provincial, elle ne peut en réalité se faire que dans un contexte mondial. Or, sur le contexte mondial, la transposition des schémas et des mécanismes d'appellation contrôlés européens nous a été imposée via le fédéral dans et à travers la loi sur les marques de commerce. Donc, en réalité, le Québec, malgré sa bonne volonté, est un peu en porte-à-faux, ou en tout cas travaille un peu seul ou isolément avec maintenant, heureusement, d'autres provinces, notamment l'Ontario, qui a développé son propre mécanisme Vintner Quality. J'ai dit quelque chose qui a fâché les jeunes générations. Et donc, le Québec joue un peu cavalier seul parce que l'ensemble de la réglementation et de la coordination, l'articulation des règles concernant les normes et les mécanismes de certification passe essentiellement à travers le mécanisme de marque de commerce. Et on nous a imposé, avec l'accord européen, de reconnaître plusieurs centaines d'appellations contrôlées européennes en contrepartie de laisser ouvert les frontières européennes pour la viande, etc. Et donc, on a importé, littéralement, on a copié-collé l'ensemble, ou en tout cas une grande partie des appellations italiennes et françaises dans notre loi sur les marques de commerce.
ironiquement, on ne retrouve aucune appellation canadienne dans cette liste d'appellations contrôlées qui est sous l'égide et sous la juridiction fédérale. Là où je m'en viens pour finir, une des grandes difficultés à laquelle tu as fait illusion, une grande difficulté, c'est de savoir qui va établir le cahier des charges, qui va émettre les normes, et dans tous les processus de normativité ou de normatisation ici, il y a des exclusions. C'est-à-dire c'est le mécanisme qu'on aperçoit même pour les vins biologiques, qu'on aperçoit même lorsqu'on est plein de bonnes intentions. Dès lors qu'on essaye d'avoir trouvé un consensus parmi les producteurs, on exclut. On va exclure parce que tout d'un coup, il y a un autre producteur qui dit, ben, moi, je pense que pour atteindre ce niveau de qualité, ce niveau de vin nature, eh ben, il ne faut pas passer par là. Et on prend ou on laisse. Donc, il faut faire attention parce que les mécanismes de regroupement tels qu'on les connaît depuis très, très nombreuses années en Europe, c'est aussi la tyrannie de la majorité. Et donc, la norme peut aussi jouer comme des mécanismes d'exclusion. C'est-à-dire que moi, je suis vin biologique. On est un regroupement de producteurs de vins biologiques, mais biologiques à notre façon. Et on finit par imiter le système contre lequel on a voulu s'opposer. Alors ça, c'est un des premiers points. L'autre point, et ça c'est un point beaucoup plus complexe, l'idée de vin biologique ou de termes génériques n'est pas liée à une terre particulière, à un lieu géographique particulier. Or, il y a des velléités dans les groupes producteurs à retenir vers eux, en raison de la façon dont ils font le vin, mais en raison aussi des produits et de la terre en particulier, qui donnent une qualité particulière au vin, de limiter ce symbole-là, ou en tout cas le terme générique, à un lieu particulier. Et le grand débat aujourd'hui sur ces questions de qualité, de vin nature, etc., c'est de savoir si on peut faire du vin nature n'importe où, n'importe quand, et si on peut même technologiquement imiter le vin nature. Est-ce qu'il y a, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on a un vin nature qu'on ne peut pas avoir des procédés technologiques d'imitation moléculaire, par exemple. Donc, on en est là un peu dans les réflexions. Les réflexions sur les regroupements, les associations ont des mécanismes qui sont bienvenus, mais qui ont des risques aussi d'exclusion de leurs propres membres à l'intérieur. Et la question de la provenance et de l'origine des métiers est aussi quelque chose qui est en tout cas dans la réflexion à l'heure actuelle. Alors, je ne vais pas aller plus loin, je ne vous dirai pas quel est mon vin préféré, si c'est le Côte de Nuit ou le Côte de Beaune. Pour un Bourguignon, c'est compliqué. Vous savez que, par exemple, les Bordeaux ne se grument pas alors que les vins de Bourgogne se grument. Je vous expliquerai ça peut-être avec un autre verre. Voilà, en tout cas, merci à notre conférence.